Bonjour. À l'approche de la date de Chaf Menachem Av, le 20 du mois de Av, jour de la Iloula du père du Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, Zecher Tzadik Livracha, nous allons raconter à propos de ce grand tzaddik, de ce grand personnage qui était non seulement un grand tzaddik, mais un Ish Kadosh, un homme saint, connu pour être un grand Mekoubal, un kabbaliste d'une grande dimension, mais surtout, il était un homme de Mesirut Nefesh, de courage, qui a donné sa vie pour Torah et Mitzvot, avec une fermeté dans des conditions terribles à l'époque en Russie. Rabbi Levi Yitzhak est né à la date du 18 Nissan 5638 en 1878. Il était un descendant de lignée directe depuis le troisième rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel, connu sous le nom du Tzemar Tzedek. Il descendait de son fils aîné qui s'appelait Rabbi Baruch Shalom, qui était lui-même un tzaddik très particulier. Et donc il était cinquième génération depuis le Tzemar Tzedek. Rabbi Levi Yitzhak était aussi connu pour être un chassid attaché et fidèle du Rabbi Rashab, Rabbi Shalom Dovber, le cinquième rabbi de la lignée des Rebbeim Chabad. C'est à l'âge de 22 ans, en 1900, que Rabbi Levi Yitzhak s'est marié avec la rabbinite Chana. C'était un shidour qui a été initié par le Rabbi Rashab, Rabbi Shalom Dovber. La rabbinite Chana était la fille du Rav Meir Shlomo Yanovsky, le Rav de la ville de Nikolaïev. Rav Meir Shlomo Yanovsky lui-même, un grand Rav, un grand chassid, un chassid Chabad, un chassid du Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, le quatrième rabbi de la lignée des Rebbeim Chabad, qui occupait le poste de Rav de cette ville, une ville au sud de l'Ukraine, dans laquelle il y avait déjà à cette époque-là une grande communauté juive, dont aussi beaucoup de chassidim Chabad connus qui habitaient et qui vivaient dans cette ville. La rabbinite Chana était connue déjà en tant que jeune fille pour son érudition dans différents domaines de la Torah et de la chassidoute. Et donc c'est en 1900 que Rav Levik et la rabbinite Chana se sont mariés. Et pendant presque 10 ans, ils ont habité dans cette ville de Nikolaïev, dans la maison aux côtés de son beau-père. Reb Levik habitait donc dans la maison de Rav Meir Shlomo, son beau-père, Rav Meir Shlomo Yanovsky. Et pendant ces 10 ans, il a passé son temps à étudier beaucoup de Torah, dans les différents domaines de la Torah, où il a encore évolué dans ses connaissances. Et les gens le remarqué dans son attitude, qui était déjà une attitude particulière, non seulement dans sa manière d'étudier, mais dans son investissement dans la Torah, mais aussi dans sa prière, dans sa manière de prier. Les gens qui habitaient dans cette ville se rappelaient comment on l'observait lorsqu'il sortait du mikvé avant la tfila et qu'il se préparait, qu'il se conditionnait pour prier. Et le rabbi précédent avait témoigné au sujet de Rabbi Levi Yitzhak Schneerson que déjà, depuis son plus jeune âge, il a déjà fait remarquer ses talents extraordinaires. À la ville de Nikolaïev sont nés les 3 enfants de Rabbi Levik et la rabbinite Chana, leur fils aîné, le rabbi, puis ses 2 autres frères, Dovber et Israël Arielei. C'est à peu près 10 ans plus tard, en 1909, que Rabbi Levi Yitzhak, sa femme, la rabbinite Chana, ainsi que leurs 3 enfants vont déménager pour s'installer dans la ville de Yekaterinoslav, connue aujourd'hui sur le nom de Dniepropetrovsk. Il a été appelé là-bas pour occuper le poste de Rav de la communauté. C'était une des 4 plus grandes villes d'Ukraine, dans laquelle il y avait une grande communauté juive. On comptait à cette époque-là plus de 40 000 juifs, mais c'était une communauté juive très fragmentée, car il y avait dans cette communauté beaucoup de différents courants. Il y avait bien sûr une communauté de Chassidé Chabad, il y avait des Mitnagdim opposés à la Chassidoute, il y avait aussi beaucoup de mouvements sionistes, Poalei Tzion, Seirei Tzion, d'autres mouvements socialistes, communistes. Tous ces mouvements sont nés aussi suite à beaucoup d'épreuves et beaucoup de moments difficiles et d'époques difficiles que la ville avait connues. Rien que quelques années auparavant,
en 1905, la ville de Ekaterinoslav avait connu un violent pogrom qui avait fait plus d'une 60aine de morts dans la communauté juive. Et c'est après ces moments difficiles et ces déchirures que la communauté a connues, que sont nés beaucoup de mouvements dans un élan pour donner un certain espoir et qui ont attiré beaucoup de jeunes. Et c'est dans ce contexte difficile, avec une communauté éprouvée, avec une communauté aussi épuisée, qui avait tellement subi et qui avait connu tellement de difficultés, et qu'il fallait réanimer, refaire vivre, réveiller un peu le judaïsme, s'occuper de toutes les institutions qui existaient dans la ville. C'est dans ces conditions-là que Reb Leivik est arrivé pour occuper ce poste, le poste de Rav de la communauté, de la ville. Avant sa nomination, il y a eu beaucoup qui se sont opposés à cette nomination. Bien sûr, les Chassidei Chabad ont œuvré beaucoup, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, 5e Rabbi Lubavitch, s'est impliqué pour favoriser sa candidature en tant que Rav de la ville. Mais il y avait beaucoup qui se sont opposés, bien sûr, les Mitnagdim. La tradition était dans cette ville que les Rabbanim, ceux qui occupaient le poste de rabbin depuis quelques générations, faisaient partie du milieu Chabad, étaient des Chassidim Chabad. Donc les Chassidim voulaient qu'on ne perde pas cette tradition. Mais bien sûr, tous les autres se sont opposés à cette nomination. Les sionistes, bien sûr, en entendant le nom du candidat, le nom de famille du candidat, qui s'appelait Schneerson, ça les gênait, ça les embêtait, ça leur faisait même peur, sachant qu'il était très proche, comme on l'a mentionné, du Rabbi Rachab, du Rabbi Shalom Dovber, qui avait clairement exprimé son opposition à tous ces mouvements sionistes. Et finalement, sa candidature fut acceptée et il fut nommé le Rav de la ville. Parmi les personnes influentes de la ville, attachées aux membres des partis sionistes de la ville, il y avait un juif du nom de Sergei Pavlovitch. Et les gens du parti sioniste, et les adhérents du parti sioniste et les gens proches de lui ont essayé de l'influencer à s'opposer à la nomination de Rabbi Levi Yitzhak et d'utiliser son poids et son influence pour empêcher qu'il soit élu comme Rav. Et lui, ce Sergei Pavlovitch, il a son nom initialement c'était Shmaryahu, c'était quelqu'un qui avait grandi et qui avait appris au Cheder dans sa jeunesse. Et plus tard, après son mariage, c'est là qu'il s'était éloigné de la pratique et du chemin de Torah Mitzvot, et il avait fait des études, il était devenu ingénieur. Alors lorsqu'on lui a fait cette pression, lui, il n'a pas voulu céder à la pression, il a voulu lui-même rencontrer Reb Leivik, le père du Rabbi, pour le connaître de plus proche et pour voir de qui il s'agissait. Et donc il est venu le voir à la maison, il l'a rencontré. La rabbinite Hana raconte qu'il est venu le soir, vers 9h du soir, et l'entretien entre les deux a duré 6 heures. Il est sorti vers 3-4 heures du matin. Personne ne sait ce qui s'est parlé lors de cet entretien, mais une chose est sûre, c'est qu'en sortant, il est devenu très très adhérent du Rav Levi Yitzhak, du père du Rabbi, au point où lorsqu'il est retourné dans son parti, il leur a dit que non seulement qu'il ne s'opposera pas à sa nomination, mais qu'il veut favoriser sa nomination, et il s'est même retiré du parti, car en tant que membre du parti, il ne pouvait pas soutenir cette candidature. Mais après, il a entièrement soutenu Reb Leivik afin qu'il soit nommé comme Rav. Et la rabbinite Hana raconte que ce Sergei Pavlovitch, il était présent quelques années plus tard à la bar mitzvah du Rabbi. Et lorsqu'il a entendu le discours prononcé par le Rabbi, le bar mitzvah, après le discours, il a été en direction de la mère du Rabbi, la rabbinite Hana, pour lui souhaiter Mazal Tov. Et il lui a dit qu'aujourd'hui, il est fier et heureux d'avoir soutenu la candidature du père du Rabbi, donc de Reb Leivik. Malgré les opposants qu'il avait, Reb Leivik, une fois qu'il occupait ce poste et qu'il a commencé
à son activité de Rav, il a finalement été apprécié par tous les milieux. Ceux qui étaient d'accord avec lui et ceux qui adhéraient à ses idées comme ceux qui n'y étaient pas. Mais tout le monde l'estimait, tout le monde avait beaucoup de respect pour ce qu'il représentait. Le père du Rabbi, c'était un homme d'une gentillesse particulière. Il avait une hadrat panim, un visage rayonnant, accueillant. Il était doté d'une gentillesse et d'un savoir-faire pour donner la place à chacun. Il acceptait tout le monde tel qu'ils étaient. On raconte même que, à l'époque, plus tard, après la révolution bolchevique, à l'époque du communisme, il y avait des juifs qui n'étaient pas très pratiquants, ou même d'autres qui étaient peut-être un peu plus pratiquants, mais qui étaient contraints et obligés de travailler le Shabbat et les jours de fête. Et que Reb Leivik, le jour de Rosh Hashanah et le jour du Yom Kippour, avant la prière et l'office officiel de la Shul, il faisait un minyan, une prière très très tôt le matin de bonne heure, dans laquelle il leur sonnait le shofar, il leur faisait les prières principales de la fête de Rosh Hashanah et de Kippour, afin que ces juifs ils puissent bénéficier et entendre les prières et le shofar avant d'aller au travail. Bien qu'il était très ferme concernant bien sûr la pratique du Shabbat et qu'il encourageait les gens à ne pas profaner le Shabbat et à ne pas travailler le Shabbat même si ça pouvait leur coûter de perdre leur poste, mais malgré tout ceux qui n'y parvenaient pas à céder à cette pression, à ce courage et qui avaient très peur de perdre leur travail, il était là pour leur donner leur place et leur donner la possibilité d'entendre le shofar et de faire les prières et d'avoir un minimum dans leur pratique de Torah et Mitzvot. Donc, depuis le jour où il a occupé ce poste, il a montré un courage et une fermeté dans tout ce qui concernait la pratique de Torah et Mitzvot, une tâche qui n'était pas facile à cette époque-là. Bien sûr, il avait sur lui la charge de toutes les institutions de la communauté, que ce soit les synagogues. Dans cette ville, à cette époque-là, il y avait 12 shuls, 12 synagogues. Il y avait des Talmud Torah, des Chadarim pour des institutions pour les enfants. Il y avait des mikvaot, il y avait des institutions de Bikur Cholim. Il était responsable aussi des shochatim, de ceux qui faisaient l'abattage rituel, de la kashrut, de tout ce qui concernait dans tous les domaines de la ville. Bien sûr, lorsqu'il y avait des fois des litiges entre des personnes, entre des commerçants, ils choisissaient en général tous de venir consulter et écouter l'avis de Reb Leivik. Et pas, on compte, il y a beaucoup de fois où des gens sont venus opposer les uns aux autres et contrarier les uns contre les autres par rapport à des litiges financiers. Et lui, il a su, en s'asseyant, en prenant le temps, en expliquant à chacun, leur expliquer, les calmer, apaiser et les réconcilier. Et lorsqu'ils quittaient, lorsqu'ils sortaient de chez lui, ils étaient toujours satisfaits. Reb Leivik, comme on l'a mentionné précédemment, était un grand Mekoubal, un grand kabbaliste. Il était capable de donner l'interprétation Alpi Kabbalah, selon la Kabbalah, de n'importe quelle situation de la vie, concernant n'importe quelle personne. Il était capable de faire les liens entre toutes les circonstances, les différentes circonstances dans lesquelles un certain événement était parvenu, avec la personne avec qui c'était arrivé, avec le nom de la personne avec qui c'était arrivé, le nom de l'endroit, le jour dans lequel ça s'était passé. Et comme on le racontera plus tard. Et dans ses discours qu'il prononçait dans sa choule le Shabbat, il avait tendance des fois à expliquer des sujets assez profonds, Alpi Kabbalah. Et une fois, les personnes présentes se sont tournées vers lui, lui ont dit, mais Reb Leivik, pour qui vous parlez, pour qui vous expliquez toutes ces choses-là? Non, on ne comprend pas. Et là, Reb Leivik, il s'est tourné et il a pointé du doigt vers un enfant qui était assis. Et cet enfant, c'était le rabbi qui était jeune. Et il a dit, lui, il comprend. Et on raconte que souvent, il se tournait vers son fils, le rabbi, pendant ses discours, il lui disait, alors, peut-être tu peux y ajouter quelque chose. Et le rabbi, souvent, rajoutait quelque chose, donnait une nouvelle référence à son père. Et le rabbi s'est exprimé une fois lors d'une intervention. Il a dit qu'il n'a pas besoin de rappeler que tous ces enseignements qu'il dit et la Torah qu'il explique, qu'il a reçu de son père, parce que c'est évident. C'est son père qui était son maître principal, de qui il a appris beaucoup de Torah, de Chassidut, de Kabbalah.
et bien plus. Plus tard a eu lieu la Première Guerre mondiale, avec les conséquences qu'elle a amenées avec elle. La vie était devenue bien sûr beaucoup plus difficile, mais une des conséquences qu'il y a eu dans cette ville, c'est que tous les Juifs qui étaient dans les villes au sud de la Russie, les villes frontières, ont été renvoyés par les autorités vers les villes de l'intérieur de la Russie. Et donc, il y a eu une vague de réfugiés qui sont arrivés dans la ville de Yekaterinoslav. Il s'agissait ici de milliers de réfugiés. Et il fallait s'occuper de les accueillir. Non seulement de les accueillir, de leur donner de quoi manger, des habits, où dormir, qui s'installent. Et il s'agissait de près de 10 000 réfugiés qui sont arrivés dans la ville. Et parmi ces réfugiés, il y avait aussi de grands rabbinim, de grandes autorités qui occupaient des postes dans les villes qu'ils ont quittées. Et le rabbi lui-même a témoigné comment il se souvient de sa mère, combien elle était impliquée jour et nuit pour s'occuper d'intégrer et d'aider tous ces réfugiés. Donc c'était encore une occasion pour le père du rabbi et sa femme de faire preuve de cadre et d'être capable d'accueillir et de gérer toute cette époque, cette période de crise pour aider tous ces réfugiés à trouver leur place dans la ville. Plus tard, on a connu la révolution bolchevique et la montée du communisme au pouvoir. Et là, la situation dans la Russie, de manière générale, était devenue encore beaucoup plus dure. Et suite à ça, il y a eu la création de cette fameuse Yevesektia, ce qui s'appelait la section juive, qui était la section qui avait pour mission de s'occuper de toutes les affaires religieuses en Russie. Dans cette section juive, bien sûr, c'était les Russes avaient compris que pour nuire à des Juifs, il n'y a pas mieux que des Juifs. Et parmi ces Juifs-là, il y avait toutes sortes de Juifs, dont certains qui ont grandi dans des Chadarim, dont certains qui venaient de familles de Chassidim. Et la catastrophe et le désastre qu'a provoqué la Yevesektia en Russie, c'était une des plus grandes catastrophes que la communauté juive a pu connaître dans son histoire. Ils ont tout détruit. Ils ont presque tout anéanti. Il y avait des grandes villes, comme une ville qui était connue, qui était la ville de Jitomir, où il y avait là-bas, avant la montée du communisme, une cinquantaine de choules, une cinquantaine de synagogues. Et on raconte que quelques années après, il en restait plus que 5. Ils ont fait fermer toutes les choules, les chadarim, les Talmud Torah, les mikvahot, toutes les institutions juives ont été fermées. Et il y avait certains qui ont résisté à ça. Et celui qui en faisait partie, avec fierté, c'était Reb Levik, le père du rabbi, que ces bolcheviks, que ces Russes, que ces communistes n'ont pas réussi à faire céder, à faire fléchir dans le moindre détail dans ce qui concernait la pratique du judaïsme. Premièrement, Rabbi Levi Yitzhak a pris sur lui le rôle déjà de montrer l'exemple et dans ses discours d'encourager les Juifs à ne pas avoir peur, à ne pas être intimidés par tous les nouveaux décrets. Et après, ça s'est exprimé par différents événements et différentes choses qui se sont passées. L'une d'entre elles, c'est le rabbi lui-même qui l'a raconté. Le rabbi l'a raconté lors d'un rassemblement des enfants en 83 pendant Chol HaMoed Pessah, c'était le 18 Nissan, le jour de l'anniversaire de son père. Et le rabbi, à cette occasion, s'est adressé en russe. C'était aussi une manière de faire passer un message aux Juifs qui étaient derrière le rideau de fer et de les encourager à tenir fermement dans la situation dans laquelle ils se trouvaient eux. Et le rabbi a raconté que son père, il a dû se battre une fois pour la cacheroute des matzot pour Pessah. C'est-à-dire qu'à Yekaterinoslav, dans cette ville, elle était entourée de beaucoup de champs de blé et de maïs. Et donc, le blé était fabriqué là-bas, et pour les matzot, toutes les régions de la Russie, même les grandes villes, se fournissaient de la farine de cet endroit. Et lorsque les bolcheviks avaient pris le pouvoir, ils ont pris le contrôle de tout.
Donc même la farine, c'était sous le contrôle du gouvernement. Et lorsque ça arrivait, la période de Pessah, ils savaient qu'une grande quantité de la farine allait être achetée par les Juifs de toute la Russie pour en faire du pain azim, de la matzah. Et ils savaient que les Juifs allaient acheter cette matzah et utiliser cette farine seulement si elle est sous le contrôle rabbinique d'une autorité reconnue. Celui qui jusqu'à présent était celui qui donnait le tampon et la cacheroute pour ces matzot, qui vérifiait que tout a été fait comme il faut. Et bien sûr, la règle principale, c'est que la farine, depuis le départ, n'a aucun contact avec l'humidité, avec l'eau. C'était le père du rabbi. Donc, à cette période-là, ils l'ont appelé, ils lui ont demandé qu'il accepte de donner son hercher, qui valide la cacheroute des matzot. Lui, il a dit qu'il était volontiers de le faire, mais à condition qu'on mettrait ses mashgichim à lui, ces personnes que lui qualifiées et compétentes, que lui va nommer, et qui vont surveiller toute la procédure de la fabrique de la matzah, mais même bien avant ça, qui vont surveiller les conditions dans lesquelles est stockée et gardée la farine depuis le départ. Les autorités lui ont dit, il n'y a pas de problème, tu peux amener tes mashgichim, vous pouvez amener vos mashgichim, mais on aura les nôtres, il ne faut pas que les vôtres s'opposent trop à ce que vont décider nos responsables et nos mashgichim, nos surveillants. Et Rabbi Levi Yitzhak, il a dit, il n'en est pas question. Je ne donnerai jamais mon hercher si les choses ne sont pas faites comme il faut selon la loi juive, selon la halakha. Et ils ont commencé à lui faire de la pression que si il ne donnait pas son hercher, ça allait causer une perte parce que les gens n'achèteraient pas la matzah, n'utiliseraient pas la farine, et ça allait causer une perte financière importante au gouvernement et qu'il était en train de déclarer une guerre contre le gouvernement. Mais ça ne l'a pas intimidé pour autant. Et ils ont fait beaucoup de pression jusqu'à qu'il décida d'aller à Moscou rencontrer le chef du gouvernement à l'époque qui s'appelait Mikhail Kalinin, et il a été jusqu'à le rencontrer et lui expliquer qu'il ne cédera pas et qu'il ne validera la cacheroute de cette farine qui sera utilisée pour les matzot que si ça sera fait sous sa surveillance absolue. Et ce Mikhail Kalinin a cédé et a accepté. Et comme ça a été pendant les années qui ont suivi. Cet épisode, cette histoire, ça a été raconté, comme je vous l'ai dit, par le rabbi lui-même. Mais fallait avoir un courage énorme, parce que la pression était très très importante. Et de faire fléchir et de faire céder les soviétiques, ce n'était pas dans leur tradition. On le vit assez bien en ce moment pour le savoir. Mais Rabbi Levi Yitzhak avait réussi. Et il y a eu encore d'autres occasions et d'autres épisodes où il a tenu ferme pour ne pas céder. D'ailleurs, concernant cette histoire de la matzah, le rabbi a expliqué une fois, et il a dit comment ça se fait que mon père, si on peut dire cette expression, s'est acharné un peu particulièrement sur cette mitzvah de la matzah pour aller jusqu'au bout et ne pas céder concernant la cacheroute. Et il a expliqué, il a dit, parce que c'est connu dans le Zohar, dans la Kabbalah, la matzah est appelée le pain Michla de Memnuta, c'est le pain de la croyance, le pain de la Emouna. La matzah qu'on mange à Pessah, c'est le pain qui nous donne et qui amène la foi et la Emouna à Kadosh Baruch Hu chez les Juifs qui la consomment et qui font la mitzvah de la matzah lors de Pessah. Et le rabbi a dit, mon père savait qu'à cette époque-là, les Juifs étaient dans des conditions où ils ne pouvaient pas pratiquer aussi bien qu'ils le souhaitaient l'ensemble des mitzvot. Alors il s'est dit, on va au moins s'attacher à une mitzvah principale, une mitzvah qui est dotée de cette force de pouvoir amener et donner la émouna aux Juifs de manière à pouvoir renforcer tous les Juifs dans leur émouna envers Akadosh Baruch Hu, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas cédé, il a été jusqu'au bout pour que les Juifs puissent bénéficier d'une matzah kasher le Mehadrin, kasher le Pesach le Mehadrin. Et comme je disais, il y a eu d'autres occasions et d'autres épisodes qui ont montré comment il n'a pas voulu céder à la pression et qu'il a tenu fermement. Il y avait à cette époque-là une rumeur, pas une rumeur, il y a eu des fuites qui sont sorties de la Russie intentionnellement pour faire connaître au monde un petit peu la persécution que les Russes y faisaient contre la pratique de la religion.
Et il y a eu, suite à ça, une déclaration qui est sortie du Vatican où ils appelaient les Russes à laisser la liberté des cultes. Et donc les Russes ont voulu montrer que c'était des allégations mensongères. Donc ils ont appelé tous les grandes autorités, les grands rabbinim de Russie pour une grande réunion qui a eu lieu à Moscou. Si je me trompe pas, c'était à Moscou, mais en tout cas pour une grande réunion, ou bien à Kharkov. Et le but de la réunion, c'était de faire signer à tous les rabbinim qu'il n'y a pas ici de persécution et que les Juifs peuvent librement pratiquer leur culte et leur religion. Et le père du rabbi, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a dissuadé tous les rabbinim de ne pas signer. Il y a un chassid qui l'a accompagné là-bas et qui raconte que lorsqu'il était il a séjourné 2 semaines là-bas, lorsqu'il était à l'hôtel, un hôtel, si on peut appeler ça un hôtel, c'était quelque chose que le gouvernement avait mis à la disposition des rabbinim. Il raconte que c'était une toute petite chambre de 2 mètres sur 2, façon de dire, et avec une table, une chaise et un lit, pas plus que ça. Et il dit que le soir, une fois il a été accompagné, Reb Leivik, à sa chambre d'hôtel, et il a vu comment il était épuisé et qu'il s'assit sur la chaise. Lui, il était debout, à côté de lui, et il dit que Reb Leivik, il parlait comme s'il réfléchissait à voix haute. Il disait, est-ce que je signe ou je signe pas? D'un côté, peut-être qu'en signant, ils vont alléger leur dureté concernant la pratique des Torah et Mitzvot, du judaïsme. De l'autre côté, si on signe, ils vont utiliser ça pour montrer que les Juifs, ils peuvent pratiquer librement leur religion. Et ils vont s'en servir après contre nous, pour l'utiliser encore plus, pour se permettre de nous persécuter davantage, en étouffant un petit peu, en calmant les bruits qui circulaient dans l'Occident. Et il a réfléchi, et il raconte ce chassid qu'il était à côté de lui. Il a dit à un moment, il s'est levé, et il a dit de manière ferme, quoi que ce soit, je ne signerai pas. Et il faut savoir qu'en ne pas signant, il déclarait encore plus son opposition, et entre guillemets cette guerre envers le gouvernement. Mais il a dit, je ne signerai pas. Et il a dit, là j'ai vu c'est quoi la fermeté d'un Schneerson. Et ce chassid raconte que après que Reb Leivik s'est assis, il a vu qu'il était très fatigué. Il lui a dit, Reb Leivik, pourquoi vous allongez pas pour vous reposer? Et là Reb Leivik l'a regardé, il lui a dit, je ne peux pas m'allonger ici. Je ne sais pas qui s'était allongé avant moi la veille ici. Il a voulu faire comprendre que du fait qu'il ne sait pas qui a dormi là avant ici, il va pas s'allonger et se poser n'importe où. Et là, ce chassid, il a dit, j'ai compris, ça veut dire quoi que le rabbi est saint de naissance. Il a compris que pendant ces 2 semaines, Reb Leivik n'a pas voulu poser sa tête dans un endroit dont il ne connaissait pas qui s'était allongé et qui avait posé sa tête précédemment. Et un autre épisode qui montre aussi le courage de Reb Leivik et sa femme, la rabbinite Hana, à cette période. Un soir, il y a quelqu'un qui tape à la porte de chez eux. Et lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils ont vu une dame qui était un peu apeurée et paniquée. Elle a dit à la rabbinite Hana Reb Leivik, elle a dit, j'ai besoin de vous demander une grande faveur. Elle a dit, je ne peux pas vous dire qui je suis parce que j'occupe un poste dans le parti communiste ou du gouvernement. Elle a dit, j'ai ma fille qui s'est fiancée. Et elle va venir bientôt avec son mari. J'ai réussi à les convaincre qu'ils doivent célébrer un mariage religieux, c'est-à-dire une choupa et des kiddushin. Et ils ont accepté de le faire que si c'est vous qui allez célébrer la choupa et les kiddushin, tout le mariage. Et ils vont pas tarder à venir, et je vous demande une grande faveur, faites le nécessaire pour les marier selon la loi juive. Et cette femme a quitté la maison de Reb Leivik. Et c'est un peu plus tard, vers minuit, qu'on toque à la porte, et là se présente une jeune fille avec son fiancé qui entre et qui pénètre dans la maison de Reb Leivik. Et donc Reb Leivik était déjà préparé à ça, il faut qu'il les marie. Maintenant, pour pouvoir les marier, il faut un minyan, il faut 10 personnes. Il y a Reb Leivik qui est présent, le fiancé, il faut trouver encore 8 personnes. Mais comment, à minuit, quand tout le monde dort, les rues sont désertes, si on peut dire désertes, parce que il y a des agents du KGB qui observent et qui espionnent les différents mouvements
qui peuvent se passer, surtout à proximité de la maison de Reb Leivik. Comment on va organiser tout ça? Mais Reb Leivik s'est cassé la tête et discrètement, il a réussi à appeler une personne, qui a appelé une deuxième personne, et ils se sont tous faufilés discrètement dans la maison de Reb Leivik pour pouvoir célébrer ce mariage. Ils étaient au total 9, il manquait une personne. Et là, Reb Leivik a réfléchi, et il a dit à une des personnes présentes d'aller dans l'immeuble, dans un certain appartement, et d'aller appeler une des personnes qui résidait là-bas, qui était un juif. Qui était cette personne? Il était une personne qui avait été placée par le gouvernement pour observer le bon fonctionnement, le bon déroulement de ce qui se passe dans l'immeuble, comme un genre de gardien. Mais il devait aussi s'assurer qu'il n'y ait pas d'événements religieux dans l'immeuble et pouvoir raconter au gouvernement qui rentre, qui sort et qu'est-ce qui se passe dans l'immeuble. Et Reb Leivik dit à une des personnes présentes, va l'appeler. Donc ils vont l'appeler, lui il arrive, il ne sait pas encore pourquoi il a été appelé, et lorsqu'il rentre dans l'appartement et que la porte est fermée, Reb Leivik lui explique la situation, il dit voilà maintenant je dois célébrer un mariage, on a besoin d'un minyan, et toi tu seras le 10e. Et l'autre effrayé, il regarde Reb Leivik, il est choqué de ce courage, cette audace, il sait qui il est, il fait preuve, il est supposé empêcher, éviter ce genre d'événement dans l'immeuble. Et il lui dit moi, et Reb Leivik lui dit oui vous. Et là quand il a vu la fermeté de Reb Leivik, il n'a pas eu le choix de céder, il s'est approché de la fenêtre, il a fermé le rideau, et là la cérémonie a commencé, la mère du rabbi a amené une grande nappe blanche qui a servi de choupa, la kala est venue voiler comme la tradition le veut, le khatan, le fiancé, a aussi voilé son visage parce qu'il voulait pas qu'on puisse le reconnaître et puisse l'identifier. Et le mariage a eu lieu. C'était un moment, la rabbinite Hana, elle raconte, c'était un moment très très émouvant. Ce mariage clandestin dans les heures tard de la nuit, avec ce courage. Et aussitôt que la célébration a été finie, le fiancé et la fiancée ont disparu. Et petit à petit, les gens ont quitté l'appartement jusqu'à qu'il restait 2 personnes. Ceux, si on peut appeler gardiens de l'immeuble, et une autre personne. Et ces 2 personnes ont sorti leur carte d'adhérents au parti communiste, aux différents partis auxquels ils appartenaient. Et ils ont dit, Rabbi, on veut rester avec vous. Qu'est-ce que ça vaut ces cartes-là, et cette adhérence à ces partis, lorsqu'on se trouve en votre présence? Et donc voilà, ça montre encore un exemple du courage de Reb Leivik. On raconte qu'il y a eu une fois un recensement dans la ville et il fallait tous aller au poste de police et remplir un formulaire. Et une des questions qu'il y avait dans le formulaire, c'est « Est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu crois en Dieu ?» Il demandait des questions sur la religion, l'appartenance, à quelle religion. Et les gens avaient peur d'écrire qu'ils sont croyants en Dieu ou pratiquants, etc. Donc ils écrivaient, ils répondaient qu'ils ne sont pas croyants. Lorsque Reb Leivik, le père du rabbi, a entendu ça, il a fait un discours, il a été dans toutes les choules, dans toutes les synagogues de la ville, pour faire savoir qu'un juif, il ne doit pas se déconnecter de sa croyance, et il ne peut pas dire qu'il n'est pas croyant. Il ne voulait pas que les juifs cèdent et aient peur et soient intimidés, et qu'il faut absolument répondre la vérité et dire qu'on croit en Dieu. Et il y avait certaines personnes qui avaient déjà répondu au formulaire et qui sont retournées, qui ont demandé qu'on change. Et lorsque les autorités ils ont vu ça, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se passait. Et d'ailleurs, lorsqu'ils l'ont interrogé dans son interrogatoire plus tard, lorsqu'il était en prison, ils lui ont demandé des questions sur ça. Et lui, intelligemment et simplement, il a répondu, il a dit, vous savez, vous, quand vous demandez aux gens de répondre à des questions, vous souhaitez que les gens, ils vous disent la vérité. Et moi, j'ai encouragé les gens à dire la vérité, car je sais que ce sont des gens qui sont croyants, qui croient en Dieu. Donc je leur ai dit que le gouvernement ne veut pas qu'ils mentent, qu'ils disent un mensonge et qu'ils sont obligés de dire la vérité. Voilà quelques exemples parmi tant d'autres du courage qu'il a eu. Maintenant, bien sûr que cette fermeté, ce courage, comme la rabbinite Hana plus tard a dit que mon mari n'a cédé nulle part, mais cela lui a coûté cher. Et malheureusement, le jour est arrivé, et à la veille du 9 Nissan, dans la nuit du 28 au 29 mars 1939, quelques jours avant la fête de Pessah,
vers 3 heures du matin, on a entendu taper à la porte de l'appartement de Reb Leivik et la rabbinite Hana. Ce sont quelques agents du KGB qui sont présentés, qui sont rentrés dans l'appartement et qui ont montré qu'ils avaient un mandat de pouvoir faire une perquisition dans l'appartement. Et ils ont mis des gardiens de manière à ce que personne puisse échapper et sortir de l'appartement. Et ils ont commencé pendant de longues heures à fouiller tout ce qu'il y avait dans la maison. Et bien sûr, l'endroit principal sur lequel ils sont arrêtés, c'était toute la librairie, la Sifriya de Reb Leivik. Il avait une très belle librairie avec beaucoup de livres, beaucoup de Sfarim Kedoshim, mais il avait des Sfarim rares, des livres importants. Il avait beaucoup de manuscrits, des manuscrits de ses ancêtres, du Admor HaZaken, du Tzemar Tzedek. Ils ont passé de manière très méticuleuse au peigne fin chaque feuille, chaque document, chaque livre, chaque détail. Ils ont posé des questions jusqu'à que vers 6 heures du matin, ils ont dit à Reb Leivik, ils lui ont dit qu'il était arrêté et qu'il devait les suivre. En réponse à la question de la rabbinite, quel allait être le sort de son mari, quand est-ce qu'il va revenir, où elle pourrait avoir des nouvelles de lui, ils lui ont dit demain après-midi, venez au bureau du NKVD ou de la police locale et on vous donnera des nouvelles de votre mari. Malheureusement, donc avant de partir, Reb Leivik, il a pris quelques paquets de matzot, car il savait il se doutait qu'il ne serait peut-être pas de retour avant la fête de Pessah. Donc ils l'ont laissé prendre avec lui quelques paquets de matzot. On ne saura pas s'il a pu les garder avec lui jusqu'à Pessah et est-ce qu'il a pu manger la matzah, ce premier Pessah qu'il a fait dans les murs de la prison soviétique. Mais voilà, le lendemain, la rabbinite, elle s'est rendue au bureau de police et depuis ce moment-là, elle n'a jamais pu avoir réellement de nouvelles pour pouvoir localiser et connaître la situation de son mari. À chaque fois qu'elle allait prendre des renseignements, on l'a dissuadée avec des réponses mensongères. Dans cette situation, la rabbinite Hana s'est retrouvée seule, plus ou moins seule, c'est-à-dire que les gens de la communauté étaient là pour l'assister, pour la soutenir. Elle avait aussi des relations avec différentes personnes pour essayer d'obtenir des informations concernant le sort de son mari, mais elle était seule car ses enfants n'étaient plus à la maison. Son fils aîné, le rabbi, avait déjà quitté il y a plus de 10 ans. En 1927, il avait quitté la Russie avec son futur beau-père à l'époque, le rabbi précédent. Le rabbi était fiancé avec la rabbinite Chaya Mushka. Et donc, lorsque le rabbi précédent a dû quitter la Russie, il a quitté avec lui pour pouvoir se marier. Plus tard, en Pologne, avec la rabbinite Chaya Mushka. Leur plus jeune fils, Reb Israël Aryeh Leib, avait aussi quitté la Russie. Il était en Israël, en Palestine à l'époque. Et le fils Reb Dovber, malheureusement, qui avait des problèmes de santé, il était dans un hôpital spécial pour l'aider par rapport à ses problèmes de santé. Donc la rabbinite était seule. Bien sûr, déjà à cette époque, le rabbi de là où il était, à Paris, en France, avait fait beaucoup de démarches pour essayer d'aider ses parents. Déjà, il leur envoyait des matzot et d'autres besoins, d'autres choses qu'ils avaient besoin. Et le rabbi, même après, plus tard, lorsqu'il est arrivé en Amérique, il a aussi essayé de faire des démarches pour intervenir et essayer de favoriser et aider à la libération de son père. Mais là, à ce jour, la rabbinite était seule et pour l'instant, elle n'avait aucune information concernant son mari Reb Leivik. Plus tard, elle a su que déjà le lendemain, en vérité, il avait déjà été transféré dans une prison à Kiev. Et toute cette période a duré 10 mois. Il a été transféré à Kiev, après à Kharkov, après de retour à Kiev, après de retour à Dniapropetrovsk, après jusqu'à que son sort a été décidé et qu'ils ont convoqué la mère du rabbi pour lui annoncer qu'il est condamné pour 5 ans d'exil au Kazakhstan, dans un village qui s'appelle Tsiali. Entre-temps, la rabbinite a eu des fois quelques informations de la situation de son mari. Une fois, il y a un jeune homme qui est venu
et rapidement qui lui a dit je vais vous donner quelques informations. Il a dit moi j'étais 6 mois en prison, j'étais avec votre mari dans la même cellule, et il lui a raconté un petit peu les conditions dans lesquelles son mari était détenu, et il lui a dit votre mari, avant que je sois libéré, il m'a donné des informations précises afin que j'ai pas besoin d'en demander plus davantage à d'autres personnes de votre adresse, pour que je puisse vous donner un petit bonjour de sa part. Et il dit une des choses qu'il m'a demandé, c'est que vous puissiez lui transmettre l'information. Est-ce que le mois de Kislev, le Rosh Chodesh Kislev, c'est 1 jour ou 2 jours? Car ça lui est nécessaire de savoir pour les Maccabim. C'était une allusion que Reb Levik faisait, qu'il avait besoin de connaître la date à laquelle allait commencer cette année-là la fête de Hanouka. Il y a un autre chassid qui était dans la même prison et qui a rencontré Reb Levik dans la prison à Kiev, et qui a raconté les conditions dans lesquelles ils étaient détenus. Et il a dit que dans cette période où il était ensemble, Reb Levik a montré un courage, et que même dans les conditions dans lesquelles il était là-bas, ils n'ont pas réussi à le faire céder quoi que ce soit dans le moindre détail dans sa pratique de Torah Mitzvot. Il dit qu'ils avaient des méthodes là-bas pour faire parler les gens de manière très cruelle, pour les faire parler. Avec Reb Levik, ils y allaient de manière un petit peu plus modérée, c'est-à-dire ils ne le tapaient pas physiquement car il était malade et il était âgé, mais ils avaient d'autres méthodes cruelles pour essayer de faire céder les gens et de leur faire parler et de leur faire dire ce que les gens ne voulaient pas reconnaître ou ne voulaient pas avouer. Maintenant, malgré les différents chefs d'accusation avec lesquels ils ont accusé Reb Levik, dont la construction d'un mikvé illégal, des réunions clandestines anti-soviétiques qui se passaient chez lui à la maison, qui ramassaient de l'argent de manière illégale, des contacts avec des pays ennemis ou étrangers, et différentes choses, ils ont essayé de constituer un dossier assez lourd pour pouvoir le condamner à la peine la plus grave. Mais la difficulté, c'est que malgré toutes les méthodes qu'ils avaient là-bas, et qu'ils l'ont même fait confier dans les mains des procureurs les plus durs et les plus cruels, Reb Levik n'avait fait aucun aveu, n'avait reconnu nullement tous les chefs d'accusation avec lesquels ils ont essayé de l'accuser. Et ça leur a rendu la tâche difficile. Ce chassid, Rav Aaron Yaakov Diskin, qui plus tard quitté la Russie, la rabbinite lui a dit que le rabbi, il aurait souhaité que lors d'un Farbringen, c'était à la date du Chaf Av, donc de la Iloula du père du rabbi, qu'il dise quelques mots concernant ce qu'il a connu en prison avec le père du rabbi. Et la rabbinite lui a demandé, ne parlez pas trop des périodes et des moments difficiles, car ça risque de faire la peine à mon fils le rabbi. Et donc, comme prévu, lors du Farbringen, le rabbi lui a demandé de raconter, il s'est levé, il a raconté. On raconte que pendant qu'il racontait certaines choses, le rabbi pleurait énormément. Une des choses qu'il a raconté, c'est que un Motzei Shabbat, ils l'ont appelé à la fin de Shabbat pour l'interroger. Donc, il les faisait sortir de la cellule, il les amenait dans les bureaux. Et Reb Levik, il a dit qu'il ne sortira pas, qu'il n'ira pas répondre à l'interrogatoire tant qu'on ne lui donnera pas des allumettes pour qu'il puisse faire Moraesh et le Havdalah. Et le rabbi a beaucoup pleuré lorsqu'il a entendu cette histoire, et il raconte que il s'assurait toujours de les interroger, de faire des interrogatoires le vendredi soir, les jours de fête. Et récemment, je dis récemment, c'était c'était dans les années 90, lorsqu'il y a eu la chute du gouvernement de l'URSS. Le KGB a accepté de remettre au rabbi et à la sifria du rabbi en Amérique tout le dossier du père du rabbi. Il faut savoir que les communistes, aussi cruels qu'ils étaient, c'était des grands archivistes, ils étaient très méticuleux dans leur méthode de travail, très ordonnée, et tous les protocoles étaient notés, conservés, datés, signés de manière exceptionnelle. Et donc tout ce dossier a été remis au rabbi, on a pu voir là-bas tous les différents interrogatoires. Une grande partie a été publiée dans les livres des Toldot Levi Yitzhak qui racontent sa vie. Et on peut voir comment il a fait très attention de pas dire de nom de qui que ce soit. Les seuls noms qu'il a sortis de sa bouche quand il lui demandait des questions concernant différentes personnes, c'était des noms de personnes déjà décédées ou les noms de personnes qui avaient déjà quitté les frontières de la Russie.
Dans ce dossier d'ailleurs, il y avait une photo du père du rabbi qui a été prise lorsqu'il était en prison. Auparavant, avant que ce dossier ait été libéré, a été rendu au rabbi, on avait une photo du père du rabbi, une photo pas de très bonne qualité, et une photo que la mère du rabbi a ramenée au rabbi. C'est une photo qui a été prise beaucoup plus tard, lorsqu'il était en exil et que sa santé s'était déjà malheureusement bien détériorisée. Et lorsque la rabbinite a donné cette photo au rabbi, elle a raconté que le rabbi lui a demandé c'est qui. Et elle lui a dit que c'était son père. Et le rabbi avait du mal à regarder la photo, il n'a pas reconnu son père tellement il avait changé à cause de ses souffrances et de ce que ça avait provoqué sur son état physique et sur sa santé. Et au dos de la photo, elle est toujours dans la sifriya du rabbi, dans l'hébreu du rabbi, le rabbi il a écrit Amour Zal, ce qui veut dire en abrégé, est-ce bien mon père de mémoire bénisse? Ça veut dire que le rabbi avait du mal à identifier et reconnaître son père. Par contre, dans ce dossier qu'ils ont remis au rabbi, il y avait une photo du père du rabbi lorsqu'il était à la prison de Kiev, certainement, où il était déjà plus jeune, mais là il a déjà l'air pas bien, elle a été un petit peu arrangée la photo. Et quand le rabbi a vu cette photo, il a dit il a l'air de ne pas être il est pas en bonne santé. Et donc cette photo, c'est la photo connue que nous avons de Reb Leivik aujourd'hui. On peut voir que Reb Leivik, il avait une certaine stature, une certaine allure, malgré le visage souffrant, la souffrance qu'on peut remarquer sur son visage. Donc voilà dans les conditions dans lesquelles il a été détenu. Plus tard, après les fêtes de Tishri, cette période a duré 10 mois. La rabbinite a été convoquée et ils lui ont annoncé quel a été le verdict au sujet concernant son mari, c'est qu'il serait condamné à 5 ans d'exil, comme on a mentionné précédemment, au Kazakhstan, dans un petit village du Kazakhstan qui s'appelait Tsiali. La rabbinite a essayé de plaider en faveur de son mari, et malheureusement à cause de ses problèmes de santé, d'essayer d'être plus indulgent, mais ils se sont plus moqués d'elle qu'autre chose. Il y avait un agent là-bas qui était juif et qui lui a dit votre mari par contre a demandé qu'avant le voyage vous puissiez lui faire parvenir certains objets. Il a demandé un gartel, la ceinture qu'on met pour la tfila, il a demandé un chumash, il a demandé un teilim, il a demandé un tanya aussi et une mishnah je pense. Et cet agent il lui a dit je connais le nom de tous ces livres car moi-même j'ai appris au cheder quand j'étais jeune, mais le tanya je ne sais pas c'était quoi. Et donc la rabbinite a pu faire parvenir ces objets à son mari et ils lui ont donné la permission de rencontrer son mari à 2 reprises avant son départ en exil. C'était un voyage qui a duré une dizaine de semaines en train, et lorsqu'elle a rencontré derrière des barreaux, elle raconte que la première chose qu'il a fait, c'est qu'il lui a dit Baruch Hashem qu'on puisse se rencontrer, et il lui a tout de suite redemandé la première question, est-ce que Rosh Chodesh c'est 1 jour ou 2 jours? Ils se sont rencontrés que quelques minutes, car le gardien ne le laissait pas trop, et en plus il n'était pas content qu'il parlait pas en russe et qu'il parlait en yiddish. Elle a dit que à cette période-là, elle a vu son mari qui avait complètement changé, et qui était très ému et qui pleurait, et qui avait un visage pâle et qui avait maigri parce qu'il mangeait presque rien en prison. Quand on lui avait fait parvenir des paquets, qu'on lui avait donné ces paquets-là pendant le Shabbat, il refusait de les prendre. Vraiment, il n'a pas cédé, il a pris sur lui avec beaucoup de courage pour aller jusqu'au bout dans sa pratique de lui-même de Torah Mitzvot et d'être exemplaire, même lorsqu'il était en détention entre ces murs-là de la prison. Donc le jour est arrivé et le convoi de Reb Levi Yitzhak et avec d'autres prisonniers en destination du Kazakhstan pour les envoyer dans leur exil est parti. C'est un trajet qui a duré 1 mois et Reb Leivik est arrivé au Kazakhstan le 15 du mois de Shvat. Avant ce départ, ils ont permis à la rabbinite de lui transmettre un petit peu de manger pour le voyage, mais Reb Leivik a raconté plus tard que le voyage s'est passé dans des conditions terribles. Il a raconté que plus d'une dizaine de jours, ils étaient sans eau,
Et ce qui lui faisait de la peine, et la rabbinite l'a raconté plus tard aussi quand ils étaient en exil, c'est que des fois ils n'avaient pas de quoi manger, ils n'avaient pas d'eau, mais quand elle lui amenait de l'eau, il était encore plus heureux que de pouvoir se laver les mains pour faire Netilat Yadayim, que de pouvoir utiliser cette eau pour boire. Et que pendant ce trajet, il a fait échange avec des prisonniers du pain qu'on leur donnait, d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas de toute façon manger, ou desquelles il allait se priver, pour pouvoir en échange obtenir de l'eau. Et donc il est arrivé au Kazakhstan, il a été détenu encore quelques jours, et après ils les ont chacun envoyé dans une autre destination, dans des villages voisins. Le village de Tsiali dans lequel il a été exilé, Reb Levik, c'était un village primatif, ça veut dire que les gens n'étaient pas éduqués là-bas, les gens n'étaient pas civilisés, les gens étaient sauvages, les gens étaient, si on peut les appeler, bruts, les conditions de vie étaient terribles, la terre là-bas était toujours humide, c'était de la boue, en été il y avait une chaleur épouvantable, en hiver il y avait un froid glacial, et au début il a séjourné quelque part dans une famille qui a accepté de l'accueillir et de lui donner un lit, et beaucoup plus tard la rabbinite est venue le rejoindre. La rabbinite, quand le Rabbi Lévi, quand il était là-bas, il a pu faire envoyer un télégramme à sa femme qui était chez elle pour lui donner exactement l'endroit, la localisation de l'endroit où il se trouvait, et il lui a demandé de lui envoyer à cet endroit un talit et des tefilines. C'est ce qu'elle a fait, et 3 semaines plus tard, Reb Levik, dans cette ville d'exil où il était exilé, il a pu recevoir son talit et ses tefilines qu'il n'avait pas mis depuis tant de temps. Et aussitôt, la rabbinite a pris sur elle, avec un grand courage, de tout abandonner, de tout laisser là où elle était, sa maison, son appartement, sa ville, et d'aller rejoindre son mari pour être à ses côtés, pour essayer de le soulager. Et elle a fait une longue route qui a duré aussi quelques semaines. Elle s'est préparée à ce voyage, elle a pris les affaires les plus importantes pour son mari, elle a pris un Zohar, parce que son mari, comme on a dit, il étudiait beaucoup le Zohar et la Kabbalah, et elle a voyagé pour arriver et rencontrer son mari. Finalement, lorsqu'elle est arrivée là-bas pour le rencontrer, la rabbinite, dans ses mémoires, elle détaille les conditions atroces et terribles dans lesquelles ils devaient vivre. Elle dit que le seul endroit après où ils ont pu habiter ensemble, c'était une pièce dans une maison. Les maisons étaient faites en argile ou en terre, et les murs étaient toujours sales, les murs étaient toujours humides, le parterre dans les maisons c'était de la boue. Pour passer dans la pièce qu'on leur avait louée dans une certaine maison, ils vivaient dans une maison d'une dame qui vivait avec son mari et son enfant. Elle élevait ses cochons dans le jardin devant la fenêtre de la chambre de Reb Levik et la rabbinite Hana. Elle dit qu'ils étaient tellement sauvages, les gens là-bas, et tellement cruels dans leur manque d'éducation et de civilisation, qu'il y avait des jours où ils n'avaient pas mangé depuis quelques jours. C'était la famine. Et cette dame qui travaillait dans des bureaux du gouvernement revenait avec des paniers de pain, et elle refusait de leur donner à manger à Reb Levik et la rabbinite Hana, et elle donnait d'abord à manger à ses brebis, à ses cochons, à ses animaux qu'elle élevait dans son jardin. Et la rabbinite Hana, elle raconte que dans la pièce où ils étaient, à la fin, quand malgré la chaleur et les conditions terribles, ils finissaient par pouvoir s'endormir, c'était la guerre contre les insectes et les moustiques. Et après, il fallait travailler dur pour essayer de fermer la fenêtre hermétiquement, afin que tous ces insectes ne puissent pas pénétrer. Elle disait que lorsqu'ils mettaient un vêtement, une chemise blanche, le matin, au bout de quelques heures, elle était noire, remplie d'insectes. Et elle dit, mais dans toutes ces conditions, ce qui préoccupait le plus son mari, Reb Levik, c'est pas seulement le fait, les conditions dans lesquelles ils vivaient, est-ce qu'ils allaient manger ou pas, c'est de quelle manière ils pouvaient pratiquer les Torah et Mitzvot dans cet endroit-là. Elle a dit, c'est venu Pessah, son premier souci, c'était comment avoir des matzot, comment avoir quelques ustensiles, cacher le Pessah. Elle raconte combien elle a dû voyager d'un endroit à l'autre et commencer à avoir des connexions avec des gens. Il n'y avait pas de juifs autour d'eux, jusqu'à que plus tard, ils ont rencontré 1 ou 2 juifs. Elle liste en détail les conditions terribles et le Messirut Nefesh que Reb Levik il a fait à cette période-là pour
pratiquer la Torah mitzvot. Et malheureusement, Reb Levik et son état de santé s'est détériorisé moralement, dans son esprit et dans sa pratique de Torah et mitzvot et dans ses convictions, il était toujours aussi fort, mais physiquement, toutes ses souffrances l'ont affecté. Il y a un chassid connu, qui vivait en France à une certaine époque et qui a fini ses jours à Kronheitz, à Brooklyn, dans le quartier du Rabbi, qui s'appelait Reb Chaim Tashkenter. Un chassid très particulier, très particulièrement joyeux. Et lui raconte que il a dû, dans le cadre de son travail, d'un commerce qu'il faisait à l'époque en Russie, il a dû voyager et il a dû s'arrêter à la station, à la gare de train de la ville de Tziali. Et il dit, lorsqu'il arrive sur le quai, il rencontre le père du Rabbi. Je pense qu'à ce moment-là, le père du Rabbi était là-bas pour attendre sa femme ou pour rencontrer des gens. Lui, il ne le connaissait pas. Et il dit que dès qu'il arrive, le père du Rabbi se dirige vers lui et lui dit « Vous êtes certainement un chassid de Lubavitch, un chassid Chabad ?» Et lui, il lui répond « Oui ». Il lui dit « Vous savez qui je suis ? Mon fils, c'est le gendre du Lubavitcher Rebbe, c'est le gendre du... » Il faisait référence au Rabbi Rayatz. Et là, ils ont eu un échange et une conversation qui a duré un quart d'heure, car à la fin, il lui a dit, on ne pourra pas parler plus, car on est observé, on est espionné, on est suivi. Et il a dit que dans cet échange, déjà, il a dit que quand il a vu le père du Rabbi, il a dit, malgré les souffrances qu'on voyait sur son visage et sur son état physique, il a dit que pour arriver jusqu'à la gare, il a dû traverser et passer par des champs qui étaient remplis d'orties et on voyait sur son corps qu'il souffrait. Et il dit que dans la conversation, à un moment, il lui a dit une expression en yiddish, le père du Rabbi, Yeder zach kumton mit grin everim. Ce qui veut dire chaque chose, pour l'obtenir, c'est très difficile. C'est une expression qui veut dire en yiddish que les choses étaient très difficiles. Il faisait référence non seulement à la vie de tous les jours, mais à la pratique de Torah et Mitzvot. Et après, avant de se quitter, il lui a dit, passez un bonjour au Balei Batim de ma ville, de Yekaterinoslev. Et ça, c'était le petit quart d'heure, le petit épisode dans lequel il a rencontré le père du Rabbi, mais il dit qu'il a remarqué qu'il avait un visage d'un Malach Hashem, d'un ange de Dieu. Beaucoup plus tard, ce chassid, Reb Chaim Tashkenter, quand il était en Amérique, on lui a dit que le Rabbi, il voulait entendre les témoignages et les récits de toutes les personnes qui ont pu rencontrer son père, surtout dans ces périodes d'exil. Donc lorsqu'il est rentré en Yechidut, le Rabbi lui a demandé de lui raconter cette rencontre. Il dit que le Rabbi a écouté attentivement. Il dit que lorsqu'il a raconté l'épisode où le père du Rabbi lui a dit que chaque chose ici pour y parvenir, c'est avec des grandes difficultés. Il a dit cette expression en yiddish. Il a dit qu'il a vu des larmes couler des yeux du Rabbi. Il était gêné parce que il dit d'un côté il voulait pas faire de la peine au Rabbi, de l'autre côté le Rabbi lui a demandé de lui raconter toutes les choses telles qu'elles se sont déroulées dans leur rencontre. À la fin de cet entretien, le Rabbi l'a béni avec une bracha de Arichut Yamim qui a une longue vie, et ce chassid a vécu jusqu'à près de 97 ans. Donc toutes ces anecdotes pour raconter les conditions difficiles dans lesquelles le père du Rabbi se trouvait. Alors les années passèrent et en 1944 arrivait l'approche de la date de la libération et de la fin de cette période d'exil, mais des rumeurs sont arrivées de personnes officielles qui avaient des liens avec qui étaient haut placés, que les personnes ne seront libérées qu'après la fin de la guerre, car on était en pleine guerre, deuxième guerre mondiale, et que ils avaient dit qu'il y aurait un verdict, une loi qui passerait, qui dirait que les périodes d'exil seront prolongées jusqu'à la fin de la guerre. Et là, ça a semé une certaine peur, une certaine crainte chez Reb Levik et sa femme, et les quelques personnes qui côtoyaient là-bas, qui les entouraient. Et donc ils ont bataillé, ils ont réussi à faire beaucoup de démarches pour obtenir cette libération avant que cette annonce officielle soit faite. Et c'est seulement en 1944, donc avant Pessah, ou juste après Pessah, juste après Pessah, que Reb Levik a pu quitter cet exil terrible de la ville de Tziali, dans des conditions très difficiles, pour aller à la ville la plus proche, qui était déjà une ville où il y avait une communauté juive établie, qui était la ville de Alma-Ata. Un épisode que la mère du Rabbi a raconté sur cette période où ils étaient encore en exil, qui a été raconté par le Rav Yoel Kahn, le choser du Rabbi. Elle a dit que c'était un vendredi, ils n'avaient pas de quoi manger. Elle essayait de trouver à manger,
à essayer de trouver à manger pour Shabbat, du pain, de la challah, même peu importe, quelque chose, de la farine. Elle a dit vraiment, ça passait des fois des jours où il mangeait pas. Et arrivé l'entrée de Shabbat, elle a rien pu obtenir comme manger, elle était brisée, elle était triste. Et elle a dit qu'elle s'est exprimée, je ne sais pas si elle était triste parce qu'elle n'avait pas de manger pour Shabbat ou parce qu'elle n'a pas mangé, elle n'a pas de quoi manger pour elle. Et elle était brisée, certainement que Reb Levik aussi, il était brisé. Mais elle a dit qu'à un moment, lui, il était dehors, et quand il est rentré dans la maison, dans la pièce où ils étaient, et il a vu combien sa femme était brisée, il a commencé à claquer du doigt en chantant une phrase. Il a commencé à dire Tavlin yesh lanu v'shabbat shma. Tavlin yesh lanu v'shabbat shma. C'est quoi cette phrase? Cette phrase, c'est une phrase qui est prise de la Gemara dans le traité Shabbat, dans laquelle il y a un des empereurs romains qui a demandé à un des Tanaïm de la Mishnah, Rabbi Yehoshua ben Levi, il lui a dit « Comment ça se fait que le repas de Shabbat chez vous, il a une odeur particulière ?» Et il lui a répondu, Rabbi Yehoshua, il lui a dit « Nous, on a une épice particulière, une épice spéciale qui s'appelle Shabbat. » Et Rabbi Levi, quand il a vu sa femme qui était brisée, il a commencé à reprendre cette phrase, à chanter cette phrase. Et il a voulu certainement lui donner du courage. Il a voulu lui dire, bon, ces communistes, ces bolcheviks, ils ont essayé de nous briser, ils ont essayé de nous exiler, de nous emprisonner, nous enlever tout ce qu'on peut avoir. Mais il y a un juif, il a certaines choses qu'Akadosh Baruch Hu lui a données, qui sont au-dessus de tous les plats de Shabbat, qu'on doit manger, le Honek Shabbat, qui sont au-dessus de tout ce qui peut exister dans le Shabbat. C'est la Kedusha, l'épice, le Tavlin, la sainteté du Shabbat. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Et ça quand même, ça nous suffit pour pas céder et pas être brisé complètement, pour savoir qu'on est toujours attaché à cette Kedusha du Shabbat, toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une très belle leçon, quand il s'agit, quand le Shabbat, Baruch Hashem, nous on a les conditions qui nous permettent de passer un bon Shabbat, matériel et spirituel. Mais des fois, il y en a qui se demandent la question, dans le comportement et l'attitude qu'on doit avoir le Shabbat. Souvent, des fois, on demande, est-ce que cette chose-là est permise de faire le Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de pratiquer telle activité le Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de faire ci le Shabbat? On n'a pas le droit. Et des fois, lorsqu'on va demander à un Rav, ou on va regarder dans la halakha, il y a des choses qui sont oui permises, il y a des choses qui sont pas permises. On va voir qu'il y a des choses qui sont ni interdises ni permises, mais sur lesquelles le Shulchan Aruch va nous dire que c'est pas shabbatique. C'est-à-dire quoi, c'est pas shabbatique? Ça veut dire que ça correspond pas à l'esprit du Shabbat. Et certains se disent, bon, mais ça veut dire quoi que ça correspond pas à l'esprit du Shabbat? Si c'est permis, c'est permis. Et là, il nous fait passer un message que oui, c'est vrai, il y a ce qui est permis, il y a ce qui est interdit, mais il y a une certaine Kedusha qui est au-dessus de tout ça. Et quand un juif, il ressent cette Kedusha, donc dans les conditions de Reb Levi, ça lui permet de surmonter les épreuves, mais aujourd'hui, ça doit nous permettre de donner une plus grande Kedusha, un plus grand élan dans notre attitude, en dehors de ce qu'on fait le Shabbat, les repas et la choule, etc., mais dans notre comportement durant les 24 heures du Shabbat. Donc comme on a dit, Reb Levi est sorti de son exil, il était à la ville de Almaty au Kazakhstan, là-bas il a été accueilli par la communauté, et il a vécu là-bas quelques mois jusqu'au 20 Av, dans lequel il décéda, le jour auquel il décéda, et pendant cette période, il s'est beaucoup attaché, les gens se sont beaucoup attachés à lui, il a laissé son empreinte, il allait à la choule, il disait des discours, il y a même des enfants qui se rappellent des discours qu'il a parlé à une certaine occasion aux enfants. Il me semble que c'était à Shavuot, où il leur a parlé que c'est les enfants qui ont pris la garantie pour qu'on puisse recevoir la Torah. Il les a encouragés dans leur fierté d'être juifs et dans leur courage et dans leur Messirut Nefesh qu'ils doivent toujours avoir. Et sa situation physique, son état de santé ne s'améliorait pas. Les médecins essayaient de l'aider, mais malheureusement les choses n'allaient pas mieux. Il était de plus en plus faible. Il y a plusieurs familles de chassidim qui vivaient là-bas, qui se sont occupées de lui. Une des familles, c'était une famille qui s'appelait la famille Raskin, et leur enfant, qui s'appelle Menachem Mendel, il raconte que, comme c'était sa mère qui s'occupait d'amener à manger un Reb Levi à la Rabbanit Hana, à la veille du Tisha B'Av, sa mère l'a envoyé il était un jeune garçon à cette époque-là, pour amener à manger un Reb Levi et sa femme, pour qu'ils aient de quoi manger avant l'entrée du jeûne du Tisha B'Av, et qu'ils aient à manger pour couper le jeûne. Qu'ils aient de quoi couper le jeûne. Donc lui, il est arrivé, et lorsqu'il arrive, Reb Levi enchaîne une conversation avec lui. Et Reb Levi commence à parler à ce jeune garçon, il lui explique des sujets de Kabbalah, et lui, il était jeune, il ne comprenait pas vraiment
tout ce que Reb Levik lui disait, mais il était là, il écoutait, et le temps passé, Reb Levik toujours poursuivait sa conversation avec lui. Jusqu'à que la rabbinite, elle lui a dit, mais il est tard, faut qu'il retourne chez lui, et Reb Levik, comme s'il a ignoré, si on peut dire, il a continué à parler avec lui, jusqu'à que l'entrée du jeûne est passée, et ni lui, et ni Reb Levik, ils ont pu goûter quelque chose avant le jeûne. Et donc, il est retourné chez lui, il était déjà tard, et c'était déjà la nuit, et il raconte que lorsqu'il arrive chez lui, sa mère l'attrape, elle l'enlace, émue, et lui il comprend pas, et sa mère lui dit, sache qu'ils sont venus pour te chercher pour le service militaire, pour l'armée, et la Hashgacha, la providence divine a fait que tu ne sois pas là, et je leur ai dit que tu étais ailleurs, que tu n'étais pas dans la ville, et ils sont repartis, et tu as été sauvé. Et là, il a compris qu'est-ce qui s'était passé, que la raison pour laquelle Reb Levik l'avait attardé, l'avait retenu chez lui. Une des choses que la rabbinite Hana, la femme de Reb Levik, a fait là-bas dans cette période d'exil pour soulager son mari, c'est que, comme on a dit, elle lui avait amené certains livres qui lui étaient précieux, dont le Zohar, le Tanya, mais elle a vu qu'il avait besoin d'écrire des enseignements, des chidushim de Torah, des enseignements de Kabbalah, de l'étude qu'il faisait pendant cette période-là, mais il n'avait pas de quoi écrire, il n'avait ni papier, ni encre. Donc ce qu'elle a fait, elle a été dans les champs, elle a trouvé les plantes qui correspondaient, elle a réussi à fabriquer de l'encre pour que son mari puisse écrire. Maintenant, il n'y avait pas de papier, donc le seul endroit où il a pu écrire tous ses chidushim, c'est sur les marges de ses sfarim, de son Zohar et de son Tanya, où il a écrit avec une toute petite écriture concentrée des chidushim al-pi Kabbalah, qui ont été plus tard édités, comme on le racontera, et c'était une des satisfactions, un des soulagements qu'il a pu avoir pendant cette période. Et le rabbi a raconté cette histoire. Ce Msirut Nefesh de sa mère, il l'a raconté dans une intervention, dans un Farbringen, comment elle a été dans les champs, et c'est pour ça que dans les photos du Zohar de son père, qui sont aujourd'hui dans la Sifriya du Rabbi, on peut remarquer sur les marges les écritures, les écrits de ces chidushim, et on peut voir qu'ils sont souvent en différentes couleurs, bleu, vert, rouge, etc., parce que c'était selon les couleurs qui étaient sorties lorsqu'elle les fabriquait avec les plantes qu'elle avait trouvées. Et ces Zohars sont parvenus au Rabbi beaucoup plus tard, comme on le racontera. Mais ça, c'était, la rabbinite, elle a dit qu'elle essayait de trouver le moyen de, même le plus petit soulagement dans les conditions difficiles qu'elle pouvait apporter à son mari, elle a essayé de le faire. Donc déjà, c'était son courage et son Msirut Nefesh d'avoir, elle, quitté sa ville et laissé tout le confort qu'elle avait pour venir vivre aux côtés de son mari dans ces conditions. Là-bas même, elle a souffert parce que pendant une période là-bas, elle est tombée gravement malade et miraculeusement, elle s'en est sortie. Et elle a vraiment été aux côtés de son mari pour l'assister dans tous les besoins, dans tous les domaines qu'il avait besoin, que ce soit les domaines matériels, que ce soit sur le plan spirituel pour sa pratique de Torah et Mitzvot. Donc maintenant qu'ils ont quitté l'exil, comme on a dit, sa situation de santé ne s'améliorait pas, et quand ça arrivait la date proche de la date du Chaf Av, il était très très faible, et au point où il pouvait plus, il était alité, il pouvait plus se lever de son lit. Et à ce moment-là, il y avait quelques chassidim qui étaient présents, qui l'assistaient un petit peu. Ils murmuraient, ils disaient des mots. Et on dit que la veille, il est niftar dans la nuit du Chafav tôt le matin, et que la veille, le soir, à un moment, il a demandé à une des personnes qui était à côté de lui, qui lui donne de quoi faire Netilat Yadayim, de quoi se laver les mains. Et il a dit, on doit se préparer pour passer de l'autre côté. Il a voulu dire que maintenant il se prépare pour quitter ce monde et aller dans le monde futur, au Gan Eden. Et c'est ce jour du Chafav que la neshama de ce grand tzaddik, de ce grand homme a quitté ce monde après tellement de courage. On raconte que la mère du Rabbi a pleuré à ce moment-là avec beaucoup d'émotion. Elle a dit, cher Marie, sur qui tu me laisses, ou avec qui tu me laisses? Et elle a dit vraiment, ce courage, il en a payé un prix très très fort de ce courage, ça lui a coûté dans sa santé. Le Rabbi Levik a été enterré sur place à Alma-Ata, et son kever, il est toujours là-bas, un kever que
les shluchim, il y a des shluchim qui se trouvent aujourd'hui dans cette ville et qui ont créé des institutions Chabad dans la ville. Et c'est certainement la plus grande fierté, et la plus belle réponse et vengeance à ce mal que ces communismes ont pu faire au père du Rabbi et au judaïsme de manière générale. La ville de Dniepropetrovsk, c'est une ville où c'était la première, si on peut dire, à accueillir des shluchim après la chute de l'URSS. Et aujourd'hui, il y a là-bas les plus belles institutions Chabad avec de nombreux shluchim, avec des écoles, des batés Chabad, etc. Même la choule du Rabbi Lévi dans laquelle il priait, on y prie toujours. Bon, Hachem, la réponse qui a été donnée après par le travail qui a continué le Rabbi Rayatz et le travail que le Rabbi lui-même a continué, a été la plus belle réponse pour répondre au Messirut Nefesh, pour perpétuer ce Messirut Nefesh et ce travail et ce courage que Rabbi Levik avait montré. Maintenant, la rabbinite s'est retrouvée seule, elle est retournée à Moscou, et plus tard, avec différentes circonstances, et elle a eu l'occasion de pouvoir quitter et sortir des frontières de la Russie, arriver en France en 1947, là où le Rabbi est venu après de New York pour la récupérer et la ramener avec lui à New York auprès de lui. La rabbinite, elle avait ses livres, ce Tanya et ce Zohar de son père, elle pouvait pas se promener avec. D'abord, c'était quelque chose d'assez précieux et à part ça, c'était un danger pour elle d'avoir ces manuscrits-là avec elle, qui appartenaient à son mari, à un Schneerson. Donc elle les a confiés à quelqu'un à Moscou, qui les a cachés chez lui. Et plus tard, le Rabbi savait qu'ils étaient là-bas, le Rabbi désirait fortement à récupérer ces manuscrits, ces livres de son père, pour en avoir toutes les notes et les chidushim que son père a écrits. Il y avait en Israël un juif du nom de Moshe Shuv, un juif qui avait quitté l'URSS, l'ex-URSS, et qui s'était installé en Israël, mais étant en Israël, il a toujours été sensible et voulu œuvrer pour ses frères juifs qui étaient restés en Russie, derrière le rideau de fer. Il a appris, ce Moshe Shuv, qu'il y avait une organisation de jeunes qui organisait un voyage de solidarité pour aller rencontrer les juifs en URSS. Il a décidé de se joindre à eux. C'était à une époque où les relations avant la guerre de Kippour, et avant la guerre des 6 jours, je pense aussi, c'était à une époque où la relation entre les pays, entre Israël, les relations diplomatiques entre Israël et la Russie étaient encore bonnes. Et donc, il a décidé de se joindre à ce groupe pour aller en Russie. Il raconte que quelques jours avant ce voyage, il y a quelqu'un qui vient le voir chez lui à la maison et qui se présente. C'était un chassid Chabad du nom de Pinya Altoïs et qui lui dit, voilà, j'ai entendu que vous apprêtez à partir en Russie. Lui, il n'a pas posé de question d'où il est au courant. Ce chassid, c'était un chassid proche du Rabbi et de la mère du Rabbi, qui avait promis à la mère du Rabbi qu'il ferait tout pour récupérer ce Zohar et ces livres précieux avec ces manuscrits et ces écrits du père du Rabbi pour les remettre au Rabbi. Et donc, il lui dit, voilà, quand vous allez être en Russie, il y a un certain juif qui s'appelle Reb Binyamin qui vous remettra un paquet à remettre, il lui expliquait de quoi il s'agissait, à remettre au Rabbi. On vous donnera l'instruction à qui le remettre. Lui, il a eu très peur, il prenait des risques de faire une opération pareille, et il a refusé. Et là, le chassid a insisté, il lui a dit, regardez, si vous le faites, ça fera énormément plaisir au Rabbi. Et donc, lorsque l'autre, il a insisté, qu'il l'a sensibilisé avec le fait que ça prenait à cœur au Rabbi, il a accepté. Donc lorsqu'il arrive en Russie, il tournait là-bas un petit peu, il allait à la choule, et il savait pas qui était ce fameux Binyamin, Reb Binyamin, qui devait lui transmettre quelque chose. Même dans la choule, il fallait être discret, il y avait des gens qui priaient là-bas, mais qui étaient aussi des agents du KGB, et il fallait faire très très attention à qui on parle, comment on parle, et qui on rencontre. Et il raconte qu'un matin, pendant la prière, il entend une petite voix derrière son talit qui lui dit « Je suis le fameux Reb Binyamin, demain à 10h, tu m'attends devant les toilettes publiques qui sont pas loin de l'ambassade d'Israël. » Donc, il a compris le message et c'est ce qu'il a fait. Le lendemain, il se met là-bas, il attend avec une grande crainte. Et à un moment, il aperçoit ce fameux Reb Binyamin
qui marche assez rapidement et qui se précipite et qui rentre dans le toilette public. Et là, il a compris que c'était à son tour d'agir, et à son tour, il rentre dans le toilette. Il a vu le paquet posé là-bas, il a compris que c'était le fameux paquet, il a récupéré le paquet. Entre-temps, ce Binyamin était sorti du toilette, et lui, à son tour, il quitte le toilette et il se dirige avec des pas rapides en direction de l'ambassade, et il sent qu'il est suivi, qu'il est observé, et donc il précipite davantage ses pas pour aller en direction de l'ambassade. Il raconte qu'il transpirait, qu'il avait très peur et qu'il sentait que quelqu'un essayait de le suivre. Il a marché de plus en plus vite jusqu'à que rapidement il a réussi à arriver jusqu'au portail de l'ambassade d'Israël. Et lorsqu'il a pénétré là-bas, c'est l'ambassadeur qui s'appelait à l'époque Ari Harel qui l'a accueilli, qui a récupéré le paquet de chez lui. Et plus tard, par des convois diplomatiques, l'ambassade d'Israël a pu faire sortir ce Zohar, ces Sfarim du père du Rabbi, et les ramener au Rabbi, chose qui était très précieux pour le Rabbi. D'ailleurs, la rabbinite raconte que lorsqu'ils étaient en exil, et que ça arrivait Simchat Torah, ils n'avaient pas de minyan, ils n'avaient pas d'akafot, ils n'avaient pas de sefer Torah, ils n'avaient pas de kihila, il n'y a rien du tout, ils étaient dans leur petite pièce, dans la maison, comme on l'a raconté. Elle a dit que son mari, il a chanté les psukim de Ataoreta, il a dit les psukim de Akafot. Elle a dit qu'il a pris son Tanya et sa Mishnah, c'est quelques sfarim précieux qu'il avait avec lui là-bas, et qu'il les a portés contre lui, et qu'il a dansé toute la nuit avec, comme s'il était dans une choule avec une keïla où il était en train de chanter, danser. Donc voilà, ces livres, quelle valeur, à part les chidushim et les manuscrits, les belles choses de Kabbalah qu'il a écrit dedans, voilà quelle valeur ils avaient. Il a chanté ce fameux nigun, qui est nommé le nigun d'Akafot de Reb Levi Yitzhak, que le Rabbi chantait souvent au Akafot et à d'autres occasions dans des réunions chassidiques, dans des farbringen. C'est un nigun qui a été transmis depuis l'Admor Hazaken, un nigun que le Rabbi encourageait. Dans ce nigun, il y a une phase que le Rabbi encourageait, qu'on chantait des fois, de nombreuses fois, voire 8, 10 fois, des fois même plus. Et donc, lorsque ces livres sont arrivés au Rabbi, le Rabbi l'a annoncé au prochain farbringen de Chaf Menachem Av qu'il a reçu il y a eu la délivrance des livres de son père. Le Rabbi les a transmis aux responsables des éditions Keot, qui ont fait soigneusement le travail de décoder, d'interpréter toutes ces paroles de Kabbalah du père du Rabbi, qui ont été diffusées en 4 volumes, qui s'appellent L'écouter Levi Yitzhak. Et le Rabbi, chaque Shabbat, donnait une explication sur un passage des commentaires de son père sur le Zohar ou sur le Tanya. Et même les explications du Rabbi ont été aussi diffusées et imprimées plus tard. C'était une manière que le Rabbi avait de faire encore un kiboud av pour son père. Et le Rabbi donc a appris la nouvelle de son père par un télégramme du départ de son père, de la Estalkout de son père, par un télégramme qui lui était envoyé depuis le Kazakhstan lorsqu'il était à New York. Et on raconte que c'est les Bachourim qui ont reçu le télégramme et ils ont voulu aller le transmettre au Rabbi. Ce jour-là, le Rabbi n'a pas été au travail et ils ont transmis après, ils ont amené ça au Rabbi. Et quand on a demandé au Rabbi comment ça se fait que le Rabbi n'a pas été au travail aujourd'hui, le Rabbi il a dit ce matin, quand je me suis levé, j'ai senti que mon père n'était plus là. Et donc pendant cette année-là, le Rabbi avait le chiyuv, le Rabbi faisait les kadishim pour son père. Le Rabbi précédent ne priait pas dans le minyan en bas, dans le 770, vu son état de santé. La première fois que le Rabbi précédent était présent avec le Rabbi dans un minyan, où le Rabbi a fait Kaddish, c'était le premier jour de Rosh Hashanah de l'année Tafshin E, en fin 1944. Et on raconte que lorsque le Rabbi a fait le Kaddish, après la lecture de la Torah, après la Kriyat Torah, donc la première fois donc en présence du Rabbi Rayat, que le Rabbi Rayat s'est entendu, a vu le Rabbi dire Kaddish, on raconte que les deux, ils ont éclaté en pleurs et en sanglots. Quelle était la raison et l'émotion, l'explication de cette émotion, on ne sait pas, mais certainement que le Rabbi le savait, quel était le prix fort de toutes ce Messirut Nefesh, de ces souffrances de son père. Le Rabbi précédent était bien placé pour savoir aussi ce que c'était ces souffrances, car lui était passé par des épisodes similaires et aussi difficiles. Et donc voilà
quelques points qu'on peut retenir de ce Chaf Menachem Av, dans lequel le Rabbi chaque année faisait un Farbringen et faisait des fois il faisait un Siyum pour la mémoire de son père. Alors pour terminer, j'aimerais terminer avec une petite anecdote, un très bel enseignement de Reb Leivik lorsqu'il était emprisonné et qu'ils sont venus au milieu de la nuit pour l'emporter en prison. C'était à 3 heures du matin, mais entre-temps, la rumeur est passée qu'il y a des qui sont en train d'arrêter le père du Rabbi. Et comme on a dit, les gens l'adoraient dans la ville. Et il y a eu des gens courageux qui sont venus sur place devant l'immeuble pour voir ce qui se passe. Et la police savait qu'il pouvait y avoir une certaine protestation de la part des citoyens, même les non-juifs qui admiraient beaucoup le Rabbi Rayatz. Ils ont même mis des policiers armés dans les coins de rue. Et à ce moment-là, quand le Reb Levi Yitzhak, il est sorti de son immeuble avant qu'il l'amène, il s'est tourné vers les gens, il leur a dit, il y a une halakha qui dit Ali pater Adam echavero el amitor dvar halakha, que lorsqu'on se sépare d'un ami, on doit le faire en disant un dvar Torah. Et il a dit une chose intéressante, il a dit la première lettre de la Torah commence par Bereshit Bet. La dernière lettre, dans la fin du Sefer Torah, Vezot Abracha, la dernière paracha de la Torah finit par un lamed, les Einé Kol Israël. Il a dit, lorsqu'on associe ces deux lettres, ça fait lève, le cœur. Il a élaboré un petit peu plus. Et il a dit que la lettre qui précède le Bet, c'est le Aleph. La lettre qui précède le lamed, c'est le Chaf. Donc ça nous permet de composer le mot Ach. La lettre qui suit le Bet, c'est le Gimel. Et la lettre qui suit le lamed, c'est le même. Et ça nous permet de composer le mot Gam. Ach, dans la Gemara, veut dire diminuer. La Gemara nous dit, quand il y a marqué le mot Ach dans la Torah, c'est pour exclure, pour diminuer. Le mot Gam, c'est pour rajouter. Il a dit qu'il faut faire attention de bien préserver la Torah, de rien diminuer et de rien ajouter à ce que la Torah nous demande de faire. Il a dit, c'est seulement quand on va être très strict à appliquer toute la Torah, sans rien diminuer, sans rien rajouter, qu'on arrivera à avoir ce lève, ce cœur, et être tous réunis et attachés à la Torah. Et il y a un chassid, une fois, qui a demandé à un autre, comment ça se fait que le père du Rabbi n'était pas un des Rebbeim Chabad? Et ce chassid lui a répondu avec un sentiment. Il lui a dit, les Rebbeim Chabad, c'était les Rebbeim de la dynastie Chabad, des grands admourim, une grande chose, mais c'était une chose en soi. Il dit, le père du Rabbi, c'était encore une autre chose. C'était une shlichut de pouvoir nous amener le Rabbi sur ce monde. Le Rabbi qui a tellement rapproché de Juifs et qui a réveillé le cœur de tous les Juifs pour les ramener à Torah et Mitzvot. Ça, c'était cette shlichut, cette grandeur du père du Rabbi Reb Leivik et la rabbinite Chana. Alors on souhaite que, en se renforçant dans les enseignements et dans la pratique de notre Torah et Mitzvot et dans notre attachement au Rabbi et dans l'esprit du courage que Reb Leivik a montré, on puisse déjà se chafav être zoché à la venue de Mashiach avec la Triat HaMetim bimera biyameinu mamash. Aïe 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 aïe.